concentrer sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors aujourd'hui, je suis tout seul pour ce petit débat sur la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, parler de la Turquie à quelques heures du début du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Alors aujourd'hui, là, on va s'arrêter un peu sur la Turquie parce que j'ai bien envie qu'on parle de cette sélection qui est intéressante avec des joueurs, je le dis, frissons. Donc, le petit focus sur la Turquie, il me chauffait bien. Donc, là, on va être parti sur la question jusqu'où ça peut aller dans ce mondial 2026 et on va l'affiner au fur et à mesure du live. Donc, comme d'habitude, les copains, il y a besoin de vous. Hein. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Dites-moi si je suis plutôt dans le vrai ou si au contraire, je suis plutôt en train de vous raconter des saucisses. Abonnez-vous, on a besoin de ça. C'est ce qui nous donne de la force et puis c'est ce qui met un peu plus en valeur la chaîne et qui permet d'avoir une communauté qui devient de plus en plus massive. Eh ouais, déjà plus de 2000 abonnés, les copains. Donc, on y va, les petits pouces, tout ça. Et puis, c'est aussi plus sympa pour pouvoir faire le débat que si je suis tout seul. Donc, maintenant que j'ai fait mon petit point marketing, on peut y aller, on peut partir sur la Turquie. Ça va jusqu'où au mondial 2026. Et voilà, pour moi, j'ai regardé un peu. Et la vraie question, c'est est-ce que ça peut aller jusqu'en quart de finale, les Turcs? Maintenant, on commence un peu à connaître le fonctionnement de ces petits focus. Au moment où on parle, la Turquie. Attendez, j'ai un petit souci. C'est que la Turquie. Ah mince, je n'ai pas le petit visuel. C'est un petit problème. Alors, attendez les copains. Hop, il se cache où le petit visuel de la Turquie et de son classement FIFA. Ça doit être ça. Non, ce n'est pas celui-là. Ah, c'est pas mal pour débuter le live, les copains. Je vous cache pas que là, j'ai bien mal anticipé. Bon, écoutez, alors, c'est un petit souci. J'ai pas le visuel en question et j'ai pas le classement de la Turquie. J'ai pas le classement de la Turquie avec moi. Pas possible, ça. C'est pas possible qu'on ait à ce point-là pas les infos. Bon, écoutez. Le classement FIFA, je vais le reprendre. Je vais le reprendre à la mano. On va faire comme ça. Vous ne l'aurez pas avec vous sur le visuel. Décidément, on ne va jamais y arriver de cette histoire. Ils sont 22e. Alors là, franchement, on a super bien commencé ce
on a super bien commencé ce débat. Donc, la Turquie, c'est 22e au classement FIFA. Donc, viser les quarts de finale quand on est 22e au classement FIFA, bon, bah, je le dis, ça va être un peu difficile. Donc, bon, c'est pas rédhibitoire, mais on voit que 22e, même si vous l'avez pas sous les yeux, 22e, bon, on ne parle pas d'une sélection qui est attendue comme sur le papier, c'est comme un outsider. On parle vraiment d'une équipe du 2e, voire 3e chapeau. Maintenant, bon, voilà, ça casse un petit peu ma petite dynamique, l'histoire du visuel. Je suis désolé. Donc bon, c'est pas grave. On va faire avec le reste. On va s'attarder un peu sur la Turquie, comment ils sont qualifiés. Voilà, parce que je pense que ça c'est important. La Turquie, comment ça se qualifie pour cette Coupe du Monde? Bah, c'est déjà dans un groupe à 4. Déjà, la particularité des groupes à 4, bon, pour pas se retrouver dans les 2 premiers, dans un groupe avec Géorgie, Bulgarie et Espagne, bon, je dirais, il y a toujours le match contre la Géorgie de Kvara qui peut être difficile à gérer. Mais quand même, les Turcs n'étaient pas dans le groupe le plus compliqué. Maintenant, il y avait le champion d'Europe en titre. Loin d'être facile d'arriver à faire jeu égal avec l'Espagne. Donc, la Turquie termine 2e. Alors, évidemment, il y a ce 6-0 encaissé à domicile contre l'Espagne. Donc là, c'est vraiment perte de son et d'image. Là, il n'y a plus rien. À un moment où voilà, les Espagnols sont peut-être encore en train de surfer sur leur victoire à l'Euro, quelques mois au préalable. Bon, le reste, c'est sérieux, je l'ai dit. La Turquie termine avec 13 points, 10 points devant la Géorgie. Il n'y a pas eu de débat. 4-1 pour la Turquie face à la Géorgie à domicile. Et on peut se dire aussi que, voilà, hormis ce blackout fait contre l'Espagne à domicile, il y a aussi un 2 partout en Espagne. Et ça, c'est pas rien. Je pense que on peut quand même se dire qu'une équipe qui va tenir en échec le champion d'Europe en titre chez lui, ok, l'Espagne n'avait pas forcément besoin de remporter ce match, elle était déjà qualifiée, n'empêche que sur le papier, tu fais match nul là-bas. Donc après, cette 2e place, bah, on le sait, on en a parlé sur cette chaîne, on a parlé de ce fameux barrage qui était quand même assez important face à la Roumanie. C'est passé 1-0. Contre le Kosovo, on va pas se mentir les copains, c'est passé ric-rac, mais c'est quand même passé. Et au final, retrouver la Turquie dans cette Coupe du Monde à 48, moi je vous le dis, pour moi c'est normal. Alors peut-être que je dis encore trop les images de la Turquie de 2002 qui avait fait demi-finale. Peut-être que je vois trop gros certains joueurs que je considère frissons. Mais pour moi, la place de la Turquie, elle était évidemment dans ce mondial. Donc, pour moi, c'est une certaine logique par rapport et au Kosovo et à la Roumanie, comme on a pu le voir. Bon, c'est logique qu'on retrouve les Turcs dans cette Coupe du Monde. Maintenant, voilà, on voit bien, ça s'est qualifié plus ou moins logiquement. Certes, il y a eu l'étape de barrage, mais ça a été géré, on va dire, sans trop de dommages. Bon, maintenant, qu'est-ce que la Turquie peut proposer comme liste et comme joueur pour pouvoir aller faire ce fameux peut-être quart de finale, comme je l'annonce. Alors, on a une par ligne, comme d'habitude, on débute par les gardiens, donc Altay Bayindir de Manchester United, Mert Günok de Beşiktaş et Uğurcan Kaçır de Galatasaray. Je pose toujours la même question à ce moment-là du débat. Est-ce que les gardiens de la sélection étudiée est en accord avec est-ce que leur niveau est en accord avec un quart de finale? Donc est-ce qu'un Bayindir ou un Kaçır, c'est l'un des deux Çakır plutôt, qui va garder les buts? C'est pas déconnant.
on parle pas de gardiens qui sont inexpérimentés au plus haut niveau, mais on peut pas parler non plus de bons gardiens référencés. Alors, Bayindir, il y avait des choses intéressantes, mais est-ce qu'en 2026, c'est lui véritablement qui doit jouer dans les cages de la Turquie? Bah, je suis un peu entre deux parce que sa saison quand même, quand on regarde avec Manchester United, bon bah c'est pas non plus dingo, hein. Donc ok, je dois dire que il est pas forcément titulaire puisque Lamens lui a pris la place. Maintenant, on parle d'un gardien qui est pas là en fait, un gardien qui est sur le banc, qui n'a pas de référence, on va dire, en termes de niveau et en termes de compétitivité. C'est Tchakir qui va être obligé je pense, de garder les cages. Alors après, Galatasaray sort d'une belle saison, mais bon, c'est pas déconnant encore une fois parce que Manchester United, Galatasaray sur le pédigré des gardiens, ça peut se tenir. Bon, par contre, on va être très très clair, ça va être c'est pas le genre de gardien sur les justes pédigrés, CV et références dont on peut se dire, ok, c'est ce gardien-là qui peut pousser la Turquie à aller vers un quart de finale. Donc pas déconnant, mais je suis pas transporté. On parle pas d'un des top 10 gardiens et un top 10 gardien mondial. Bon, après on a la défense. Alors, en défense, on a Abdülkerim Bardakçı de Galatasaray, Çağlar Söyüncü de Fenerbahçe, Eren Elmali de Galatasaray, Ferdi Kadioglu de Brighton, Merih Demiral d'Al-Ahly, Mert Müldür de Fenerbahçe, Ozan Kabak d'Hoffenheim, Samet Akaydin de Kayseri Rizespor et enfin Zeki Çelik de l'AS Roma. Alors, faut savoir quand même que la Turquie, ça joue à 3 derrière. Pour ceux qui n'auraient pas forcément la ref, ça peut arriver de temps en temps que ça joue à 4. C'est pas non plus dogmatique, mais on rappelle en plus aussi de Montella, il aime généralement bien la défense à 3 avec 3 centraux. Après, ça peut s'articuler avec 5, mais c'est plutôt à 3. Donc, là-dedans, il faut arriver à trouver 3 centraux. Et dans les 3 centraux, pour moi, les copains, moi je vous dis, il y a Söyüncü, Demiral et je pense Akaydin. Maintenant, dites-moi si vous voyez, pareil en commentaire, si on part sur autre chose. Bien sûr que Kabak peut occuper ce rôle. Bien sûr que pour les derniers matchs, notamment face au Venezuela, il n'y avait ni Demiral ni Söyüncü et on était parti sur Bardakçı et Kabak encore une fois. Je sais pas, mais en tout cas, il y a le matos. Pour être clair, il y a le matos pour pouvoir avoir des défenseurs compétitifs centraux. Maintenant, est-ce qu'on est avec, pareil, comme je pose toujours dans ce type de débat, est-ce qu'on est avec une locomotive, on va dire, un défenseur central, une base? Bah, peut-être qu'il y a quelques années, un Demiral pouvait tenir ce rôle-là, de par son niveau déjà, de par les clubs fréquentés. Maintenant, on regarde, c'est beaucoup de joueurs dans le championnat local, certains qui sont à l'étranger, mais on parle d'Hoffenheim, on parle de l'AS Roma, on parle de Brighton, on parle pas de top club, même si la Roma finit dans les 4 premiers cette année en Italie, on parle pas de gratin. Donc là-dedans, il y a les joueurs nécessaires pour pouvoir articuler une défense cohérente, solide, appelez ça comme vous voulez. Par contre, t'as pas les garanties de pouvoir aller en quart de finale, sauf évidemment sur performance, c'est ce que je dis à chaque fois. Mais sur ce qu'on a là, je suis un petit peu sceptique pour me dire la défense turque, c'est ce qui va amener
cette équipe en quart de finale de mondial. Je suis très honnête. Milieu de terrain. Alors, milieu de terrain, on a peut-être d'autres profils. Bon, alors, autant être très, très clair avec vous, le capitaine turc, je le porte pas forcément dans mon cœur, donc on va parler de lui, mais je vous cache pas que je vais pas être dithyrambique avec lui. Donc, on a Hakan Çalhanoğlu de l'Inter, Ismail Yüksek de Fenerbahçe, Kaan Ayhan de Galatasaray, Okun Kokcu de Beşiktaş, et enfin Salih Özcan du Borussia Dortmund. Alors là-dedans aussi, c'est pareil. Donc évidemment, il y a le numéro 10 de l'Inter. Ça va être lui. Là, on parlait de locomotive, de joueur, on va dire, majeur qui peut embarquer tout le monde. Au milieu de terrain, c'est lui. En tout cas, c'est censé être lui sur le papier. Parce que c'est aussi ça le problème. Alors, je viens de vous le dire, je suis pas très très fan du garçon, mais c'est une réalité. C'est plus un joueur qui est bon parce qu'il est entouré de bons joueurs, plutôt que la locomotive qui porte l'équipe à lui tout seul. Donc, évidemment, dans cette Coupe du Monde, on va l'attendre. C'est le capitaine, c'est le joueur emblématique, le tireur de coup franc, le numéro 10. Il joue à l'Inter depuis X années, et ceci et cela. Donc, bien sûr. Maintenant, est-ce que c'est le joueur vraiment qui va faire passer un step du côté de la Turquie pendant ce mondial? Je vous le dis, je suis sceptique. Et c'est même pas parce que je suis pas très très fan, je suis sceptique. Je pense que il ne sera jamais bon dans le rôle principal j'allais dire du sauveur, mais du joueur majeur. Il y aura toujours pour moi un petit décalage entre la hype qu'il y a autour de lui et le réel niveau de leadership qu'il peut avoir. Maintenant, je peux me faire mentir, hein, mais j'y crois pas sur le papier. Et après, autour de lui, c'est pareil. Là, on a 3 joueurs du championnat local, donc Yüksek, Ayhan et Kokcu. Alors Kokcu, on l'a vu un petit peu. On l'a vu du côté de Benfica, on l'a vu du côté de Feyenoord. Ça reste pour moi un très beau manière de ballon. Maintenant, c'est toujours la même chose avec lui. Il faut qu'il soit en condition physique et surtout mise en confiance par le coach où il doit avoir un rôle important. Et souvent, moi, j'ai trouvé qu'avec Çalhanoğlu, ça se marchait un petit peu dessus. Maintenant, voilà, hein, il est là. Il joue le dernier match contre le Venezuela, qui était le dernier match de préparation avant le début du mondial. Bon, à voir s'il est en capacité de pouvoir tenir, mais moi j'aime bien ce type de joueur. Et à côté, oui, Yüksek, pareil, alors je dis pas forcément en avance, mais c'est pareil, c'est un joueur intéressant qui a pas mal bougé, il est très vite à Fenerbahçe, mais il a dû passer par deux trois étapes des prêts pour pouvoir arriver à vraiment lancer sa carrière. Et maintenant, je trouve que c'est un joueur intéressant. Voilà. Maintenant, c'est pareil. Est-ce que ce type de joueur-là, avec cette qualité-là que tu vas en quart de finale? Soyons très clairs. Soyons très très clairs. Non. Ça reste des bons joueurs de foot. Il n'y a rien à dire, strictement, avec leur qualité. Mais on ne peut pas parler réellement de joueurs calibrés pour quart de finale de Coupe du Monde. Donc, ils peuvent le faire en surperformant, en étant plus compétitifs que ce qu'on les attend. Mais sur le papier où on parle, je peux pas vous dire que réellement Yüksek, Ayhan, Kokcu, Özcan et Çalhanoğlu, c'est niveau quart de finale de Coupe du Monde. Non, je suis obligé de vous dire, il y a quand même des interrogations. Mais attendons. On va terminer maintenant même par les attaquants, et c'est peut-être là, il peut y avoir quelque chose, une bascule qui peut s'opérer. Donc on a bien évidemment Arda Güler du Real, Barış Alper Yılmaz de Galatasaray, Can Uzun de Francfort, Deniz Gül de Porto, İrfan Can Kahveci de Fenerbahçe, Sinan Yıldız de la Juve, Karim Aktürkoğlu de Fenerbahçe, Oguz Aydin de Fenerbahçe lui aussi, et enfin Yunus Akgün
de Galatasaray. Alors, je vous le dis les copains, face cam, je suis amoureux de Kenan Yildiz. Alors, qu'on soit clair, hein, j'ai rien sur le physique, hein, Kenan, non. Par contre, c'est juste ce que tu fais avec le ballon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vraiment, sans déconner, je trouve que dans cette... c'est même plus une nouvelle génération, parce que mine de rien, maintenant, ça commence à faire du temps qu'on le voit. Mais dans les jeunes joueurs, dans la jeune génération aussi, ouais, ça fait partie de mes chouchous. Donc, et pourtant, je déteste, vraiment, pas du tout dans mon cœur la Juve. Mais Kenan Yildiz, il te provoque des émotions, il a quelque chose en plus. Encore jeune et encore perfectible, mais pour moi, c'est typiquement le genre de joueur, comme je le dis, qui peut te faire passer le step-up à une équipe, parce que sur le talent, parce que sur un match, parce que sur une action. Pour moi, c'est le genre de joueur qui peut sublimer une équipe. Güler peut avoir exactement les mêmes caractéristiques, donc c'est-à-dire avec une capacité à pouvoir passer au-delà de son niveau, c'est-à-dire être capable de surperformer. Alors peut-être moins avec continuité, ça c'est peut-être le problème pour Arda Güler, mais dans la globalité, ça reste lui aussi un très beau joueur de ballon. Pour moi, les deux sont compatibles largement. Maintenant, pour que ce trio-là soit vraiment ultra performant, il faut un 9. Il faut un 9, parce qu'avec deux, j'allais dire pourvoyeurs de galettes, mais peut-être pas, c'est peut-être pas le mot, mais avec deux gars, parce qu'ils sont pas que uniquement portés vers la passe, mais avec deux gars de ce calibre-là, ouais, là par exemple, si tu as, bon, je vais pas dire forcément un Harry Kane, mais si à un moment donné, j'en sais rien, tu viens avoir un joueur juste attaquant middle class, tu peux te dire que là, vraiment, je vous le dis, s'il y avait un 9 accompagné de Yildiz et de Güler, oui, là, je pourrais signer pour un quart de finale. Là, il manque ça parce que, soyons très clairs, les possibilités que tu as pour compléter ce trio-là, c'est d'un niveau en dessous. Donc, Yilmaz, moi, je l'ai vu, il est très généreux, il court, il n'est pas vraiment pas avare de ses efforts, mais pour moi, il y a des limites. Akturkoglu, alors j'aime bien ce joueur-là, mais est-ce que c'est véritablement un 9? Je sais pas, j'ai jamais la sensation que c'est un véritable 9. Et après, les autres, pareil, Çalhanoğlu, oui, mais c'est pas lui que je vois pour compléter ce trio. Pour moi, il manque un 9. Et typiquement, alors peut-être que je suis un peu trop dans le clicheton et que je viens avec des références trop grosses sur le championnat turc, mais tu mettais ce duo-là, j'ai pas dit avec Hakan Şükür, mais avec Burak Yılmaz de la saison lilloise, là, je vous le dis, vraiment, j'aurais signé tout de suite en voyant cette liste-là, avec certes peut-être les manques à certains postes visibles, un trio complémentaire comme ça et de la qualité quand même dans certains autres postes, ouais, j'aurais pu y croire. Là, je suis partagé. En voyant la liste comme ça, j'ai tendance à dire 8e de finale. Ça serait déjà pas mal. Maintenant, continuons un peu notre focus. Alors, dans les joueurs, bon, dans chaque sélection, tu as toujours des absents. Honnêtement, j'ai été les chercher. Franchement, j'ai été les chercher. Alors oui, il y a Karazor qui pouvait correspondre à ça, et Aksicek qui pouvait correspondre à des absents notables, mais on parle pas de joueurs avec une vraie, on va dire, ancienneté dans l'équipe de Turquie. Çalhanoğlu, bon, c'est plus pour la forme aussi, et Kaplan aussi, même si c'est pareil, on ne parle pas de véritable cadre, mais c'est des joueurs qu'on connaît, qui jouent dans des championnats, alors non pas tous majeurs, parce que le championnat néerlandais, c'est pas forcément un championnat majeur, mais bon, Aksicek aussi, c'est pareil, il joue à Lille, mais il vient d'être transféré.
Et Karazor est un blase pas mal, hein, Atakan. Ça reste un joueur intéressant qui aurait pu avoir sa place dans la liste. Maintenant, c'est pas non plus une vraie absence majeure, donc on va pas rester 15 ans sur les absents notables. Il y en a, comme dans toute sélection, parce que forcément il y a le choix à faire, mais on n'est pas sur des bases de gros joueurs en moins. Alors, on a Kraloran 7012 qui nous dit salut les fans, salut de Turquie. Eh ben salut à toi mon copain, salut à toi. Est-ce que pour toi, Kraloran, j'espère que je dis bien ton prénom, est-ce que tu vois la Turquie capable de se qualifier pour l'écart? Parce que c'est un peu la question majeure de ce live. Là, pour l'instant, on vient de faire la liste, les joueurs et le parcours de qualif. J'ai des doutes pour atteindre un quart de finale. Maintenant, dis-nous en commentaire, n'hésite pas, et puis les autres, n'hésitez pas non plus. Comme je dis, le live, on le fait ensemble, les copains. Maintenant, parlons un peu du coach. Alors, le coach, moi, je le connais un peu, parce que déjà, de base, si t'aimes la Serie A et que t'es né dans les années 80, et que tu as suivi la Serie A des années 90-2000, Vincenzo Montella, ça te dit quelque chose, c'est obligé. Maintenant, on le connaît beaucoup plus comme entraîneur, et toute la jeune génération ne le connaît uniquement comme entraîneur. Il a fait des choses intéressantes. Là, c'est pas marqué dans le résumé, mais il commence par la Roma, il va à Catagne, après il va à la Fiorentina, il fait du bon boulot à la Fiorentina. Passe à la Samp, un peu plus compliqué, mais il va du côté du Milan et il n'est pas à une bonne période du Milan avec des joueurs compliqués, mais il arrive quand même à remporter un titre, celui de la Super Coupe d'Europe. Et puis après, derrière, c'est un peu compliqué pour lui, passe à Séville, il retourne à la Fiorentina, et puis il y a le coup de cœur. Il y a le coup de cœur à Demirspor, où de mémoire il arrive à très très bien classer le club, et puis ça enchaîne avec la Turquie, et mine de rien, Montella pour l'instant depuis qu'il est arrivé, le bilan est plutôt positif. Maintenant, ce qu'on attend, c'est de le voir faire surperformer cette Turquie, et c'est un peu le but du live, de savoir si ça peut aller jusqu'en quart de finale. Donc est-ce qu'un Montella, ça peut être compatible avec quart de finale de Coupe du Monde? Sur le papier, sceptique, parce qu'il n'a pas ces refs-là, il l'a jamais fait. Maintenant, comme on le voit là aussi, ça reste un entraîneur avec des références plus ou moins solides. Donc, c'est pas complètement interdit d'imaginer que il tienne bien son groupe, puisque on rappelle, il est là depuis 2023, hein, donc ça fait déjà plus de 3 ans. Hein. C'est pas interdit. Moi, c'est pas interdit de penser ça. Maintenant, attention, il va falloir qu'il fasse quelque chose qu'il n'a jamais fait encore pour l'instant avec la sélection turque, c'est-à-dire de les faire surperformer. Il les a fait performer, mais il va falloir les faire surperformer. Donc, c'est là qu'est un petit peu le creux du débat. Alors, Kraloran qui nous dit oui, c'est une équipe en pleine expansion, c'est pas impossible. Donc toi, tu peux penser que ça pourrait être l'occasion ou jamais un peu de montrer l'étendue des progrès de la Turquie sous Montella, parce que tu nous dis ensuite que Montella a remis une organisation de Turquie, comme tu sais, tu peux arriver. Montella a remis en organisation l'équipe de Turquie, mais comme tu le sais, tout peut arriver en foot. Oui, bien sûr, tu as raison, tu as totalement raison. Mais on voit bien qu'il a mis de l'ordre, puisque, mine de rien, voir la Turquie se qualifier à un Euro, puis à une Coupe du Monde de manière consécutive, dis-moi si je me trompe, mais j'ai pas le souvenir de ça depuis 2002. Donc peut-être que je me trompe, hein, redis-moi, puisque je pense que tu dois être que tu es supporter turc, donc tu auras forcément la ref, mais pour moi, qualification des deux à la suite, depuis Génération 2002, pour moi, il y a pas eu. Donc oui, il a remis de l'ordre, ça c'est sûr. Et pour voir là la Turquie
faire, on l'a dit, le 2 partout en Espagne, se qualifier, ok, certes, par les barrages, parce que tu es obligé, parce que tu es avec l'Espagne dans ton groupe, mais sans véritablement trembler contre et la Roumanie et le Kosovo là-bas, dans un match qui pouvait être piège, montre bien que ça marche. Ça marche un peu mieux quand même depuis qu'on est arrivé. Amine Dédé qui nous dit salut mon copain. Salut à toi. Kraloran qui nous dit le groupe D c'est la jungle. C'est la jungle un peu. Ouais. Bah, on va y rentrer tout de suite. Eh bien, tu me fais une bonne transition mon copain. Groupe de la Turquie. Bah voilà. On commence le 14 juin 2026, 6h du matin ici, heure française, face à l'Australie. Bon. Australie, sur le papier, on peut toujours se dire, ouais, bon, l'Australie, ils sont bien gentils. Bon, c'est une équipe quand même qui est rugueuse. C'est une équipe qui est jamais forcément source de 3 points à l'arrivée. Alors oui, évidemment, on parle pas d'un outsider, on parle pas d'un gros de la Coupe du Monde. Par contre, attention à pas les sous-estimer, parce que c'est typiquement une équipe qui a de l'expérience, qui a déjà joué des Coupes du Monde, qui est quasiment là à toutes. Donc, en match d'ouverture, bon, je rappelle, en 2018, la France joue l'Australie pour un match d'ouverture et jusqu'à la 81e, je crois, c'est compliqué. C'est compliqué, tu tombes dans un match un peu bourbier, donc attention, premier match, évidemment, c'est à portée de la Turquie, mais c'est pas gagné directement. Ensuite, ça enchaîne avec un Paraguay-Turquie. Je ne cache pas que celui-là, il me tente. Franchement, petite opposition Am-Sud-Europe avec 2 styles de football bien différents. Franchement, ça me chauffe bien. Donc, le 20 juin, 5h du matin, San Francisco, Turquie-Paraguay. C'est pas gagné. Mais de l'autre côté, si on me dit qu'on voit la Turquie s'imposer contre le Paraguay, je peux pas dire non plus que c'est impossible. Et ça va rejoindre un peu ce que nous dit Kraloran en commentaire. C'est que voilà, c'est un peu la jungle ce groupe. Parce que tout le monde peut battre tout le monde. Et l'Australie peut terminer première sur un malentendu, tout comme la Turquie, tout comme le Paraguay ou les États-Unis. Parce qu'évidemment, il te reste la dernière chose, c'est les États-Unis. Alors, comment appréhender ce match-là, sachant que c'est le dernier match du groupe, que c'est à domicile, et que ça jouera à Los Angeles le 26 juin à 4h du matin? Je sais pas. Je sais pas, et c'est très, très difficile d'arriver à se positionner et d'arriver à trouver, là, dans ce type de groupe, le premier. Véritablement, c'est très, très compliqué. Beaucoup vont avoir tendance à dire les États-Unis parce que c'est à domicile, mais la génération turque, on est en train d'en parler, est-ce que c'est impossible véritablement pour eux, je sais pas, de battre l'Australie, le Paraguay et de faire un match nul contre les States et que ça se fasse au goal average? Pas interdit, hein, les copains. Je vous le dis, c'est pas du tout interdit. Donc, à voir, mais dans ce groupe, très, très difficile d'arriver à se positionner, hein. C'est, moi, il y a un paramètre par contre que je vois dans cette histoire. On parle de matchs qui vont être souvent plutôt placés de nuit. Donc maintenant, de nuit pour nous, ça c'est sûr, mais plutôt en condition de soirée, puisque si on regarde pour Vancouver, je sais plus quel est le décalage horaire, mais pour San Francisco et Los Angeles, c'est 6h. Bon, on se retrouve avec des matchs plutôt tard en fait. Donc plutôt dans la journée, plutôt dans la soirée, donc avec des conditions climatiques peut-être un peu moins compliquées, ça peut jouer. Je sais pas si ça peut jouer pour ou contre la Turquie, mais voilà. Maintenant, faut se positionner, hein, les copains, hein. Est-ce que ça finit premier, la Turquie? Je l'ai dit, oui, ça peut finir premier comme dernier. Mais allez, partons du principe que ça arrive à se qualifier. Maintenant, pareil, ça se qualifie, mais ça se qualifie comment? Et enfin, ça se qualifie et ça fait quoi après? Donc, tout dépend de si tu finis premier. Alors attends, je vais juste revenir sur les
sur les messages, je vois qu'il y a 2-3 petits messages. Alors, on a Kravan qui nous dit Kenan Yildiz, c'est un poison avec Arda Güler. Écoute, j'en ai parlé un tout petit peu avant. C'est mon joueur frisson. Et pourtant, je suis pas fan de la Juve, mais c'est mon joueur frisson, Kenan Yildiz. Donc, pour Kenan, je pense que tous les espoirs sont permis. Voilà. Si tu as Kenan dans ton effectif, bon, ça peut le faire. Paraguay qui a terminé même point avec le Brésil, ça veut tout dire aussi. Oui, le Paraguay, très clairement, on n'en parle pas, ou très très peu. On en a parlé il y a quelques jours avec Chad sur un débat sur les États-Unis. Attention au Paraguay, qui pourrait être une petite surprise parce qu'on les attend véritablement pas. Là, faut être très clair. Je sais pas si on aura le temps de faire un petit focus sur eux avant le début de la Coupe du Monde, mais on les attend pas réellement et ça peut être peut-être la bonne surprise. Hobson Citron qui nous dit bonsoir, c'est mon copain comme dit lors des épisodes de l'USA, je vois la Turquie soit première, soit troisième. Écoute, ouais, je me rappelle très bien. Je me rappelle très très bien de ce débat, mon copain, et oui, t'étais parti là-dessus. Donc, soit premier, soit troisième. Bon, je montre les possibilités. Donc, premier, là, la Turquie affronterait un troisième de groupe. Bon, alors c'est toujours pareil avec les troisièmes de groupe. Tu peux pas réellement savoir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être une grosse sélection qui est passée à côté ou pas? Mais normalement, le troisième d'un groupe, c'est quand même un peu plus simple pour arriver à envisager une suite de parcours sereine. Maintenant, faudra quand même voir quel est ce troisième. Et si tu finis premier, bon, tu as un troisième de groupe, donc tu peux imaginer que tu passes le 16e de finale pour te qualifier en 8e. Et après, si tu finis encore une fois premier de ce groupe, tu joueras en 8e de finale le premier du groupe G ou un des meilleurs troisièmes. Et dans le groupe G, c'est le groupe de la Belgique. Et donc, Belgique, je rappelle, Belgique, Nouvelle-Zélande, Belgique, Égypte, Nouvelle-Zélande et je ne me rappelle plus du quatrième. C'est pas si grave. L'Iran, pardon. Voilà, l'Iran. Donc, ça veut dire que si tu finis premier, tu peux peut-être jouer la Belgique en 8e de finale. Et Turquie-Belgique, les copains, Turquie-Belgique, il y a match. Hein. Il y a match. Il y a quelques années, avec la belle génération belge, je vous aurais dit, bon, je pense quand même que les Turcs, ça va. Là, en plus, c'est les Turcs de Rudy Garcia. Alors bon, et taper dessus, il y a déjà un jingle qui est sur la chaîne, on va pas rajouter, mais Rudy Garcia, on peut pas dire non plus que c'est le coach qui peut te donner toutes les garanties. Donc, si tu finis premier en 16e, tu joues en troisième de groupe, donc normalement tu passes, et en 8e, tu viens à jouer la Belgique. Et pour moi, ça peut être du 50-50. Pour répondre à notre fameuse question, si tu finis premier, pour moi, la Turquie, ça peut aller en quart de finale. Ça peut aller en quart de finale. Et pas de manière avec toutes les planètes qui s'alignent. C'est-à-dire que jouer un troisième de groupe en 16e de finale et jouer la Belgique et les sortir en 8e, vraiment, hein, premier degré, pour moi, c'est du 50-50. Peut-être si vous voulez du 52-48, mais on est vraiment sur des écarts très, très infimes. Donc non, pour moi, je vois pas du tout. Je vois un quart de finale possible. Après, par la suite, je pense que ça sera peut-être trop compliqué. Et après, c'est faire des projections trop hautes parce qu'on ne sait pas la suite du tableau, on ne sait pas qui pourra être là. Bon, par contre, il y a l'autre possibilité, c'est-à-dire de finir deuxième et de ce groupe D. Et tu affrontes derrière le deuxième de ce fameux groupe G, donc le groupe de la Belgique, de l'Iran, de la Nouvelle-Zélande et l'Égypte. Bon, jouer le deuxième de ce groupe-là, pour moi, en 16e, c'est largement jouable. La Turquie a les moyens de pouvoir le faire. Et après, tu joueras le premier du groupe J ou le deuxième du groupe H. Donc, le premier du groupe J, c'est le groupe de l'Argentine et de l'Algérie. Donc, hier, avec les supporters algériens, il y avait beaucoup de confiance à penser que l'Algérie pouvait terminer première. C'est pas la plus grosse probabilité, mais il y en a qui y croient. Donc, si tu viens avoir l'Algérie à ce moment-là, ça peut être jouable. Honnêtement, Turquie-Algérie en 8e de finale,
franchement, c'est ouvert. Maintenant, si c'est l'Argentine, ce qui est normalement le plus probable, que l'Argentine termine à la première place, Argentine-Turquie en huitième de finale, ça peut être compliqué pour envisager ce fameux quart de finale pour la Turquie. Donc, j'aurais tendance à penser que si tu termines premier, tu as quand même plus de chances, même s'il y a ce fameux match contre la Belgique en huitième, tu as plus de chances d'aller loin dans la compétition. Maintenant, si tu termines troisième, c'est impossible. C'est impossible d'arriver à savoir dans quelle partie du tableau tu es envoyé. Donc, oui, normalement, tu seras dans la première partie, mais c'est tellement aléatoire que c'est difficile. Donc, amis turcs, si vous voulez faire quelque chose, moi, voilà, je me positionne et je vais vous donner le verdict, en gros, de ce petit débat. Faut finir premier. Faut finir premier du groupe. Donc, évidemment, ça va être compliqué parce que, je le dis, tu joues des équipes avec lesquelles ça se vaut, en fait. Ça se vaut globalement. Donc, il n'y a pas réellement d'avantage particulier pour une ou l'autre sélection, hormis le fait d'être à domicile. Ça, par contre, ça peut s'entendre pour les États-Unis. Mais sur le reste, c'est vachement ouvert et vachement équilibré. Donc, si, ça paraphrasera un petit peu ce qu'on avait dit, Schwab, soit les Turcs finissent premiers et là, il y a une partie du tableau qui peut s'apparenter à quelque chose de possible pour une belle aventure. Deuxième, moi, j'ai quand même plus de difficultés à envisager d'aller plus loin qu'un huitième de finale. Maintenant, voilà, premier, deuxième, le 16e de finale, il est abordable. Donc, pour moi, minimum huitième, c'est possible largement pour la Turquie. Par contre, le quart, c'est absolument obligatoire de terminer premier du groupe. Sinon, ça sera trop compliqué. Qu'est-ce qu'on a comme message sur le chat? Schweppes qui nous dit ça va être un groupe très serré. Ouais, clairement, ça va être le feu. Moi, ce qui me met le doute sur la Turquie, malgré la superbe équipe, c'est la qualité de la défense. On en a parlé. Attention à la Belgique de Rudy Garcia quand même, il a remis de l'ordre. Mais pareil, Belgique, défense très friable, car en tombant dans la bonne partie du tableau, c'est loin d'être impossible. C'est pas évident, c'est vrai, mais la Belgique n'est plus l'équipe top des années auparavant. Ouais, vous avez raison, les copains. Première place, c'est envisageable, mais c'est serré. Voilà, on l'a dit, hein. Le fameux groupe du premier tour. Oui, voilà, tout le monde peut finir premier et tout le monde peut finir dernier dans ce groupe. C'est de là que, on va dire, découlera la suite de la compétition pour les Turcs. Mais j'ai tendance à penser, sur ce que j'ai pu voir, qu'ils ont rien de moins, mais ils n'ont pas forcément quelque chose de plus. Donc, vraiment très, très difficile. Pour les supporters turcs, j'ai envie de vous dire, les copains, allez, première place pour les Turcs. Mais de l'autre, je l'ai dit depuis tout à l'heure, si on me dit que le Paraguay, qu'on n'attend pas du tout, termine pas à la première place, ça serait pas impossible. Ou que les States, vu qu'ils sont à domicile. Voilà. Donc, tout est ouvert, mais vraiment, pour avoir une chance de pouvoir aller loin, ouais, faut terminer premier. Sinon, le quart de finale, ça va être compliqué. Par contre, les demi, là, je me positionnerai pas sur un dernier carré, les copains. Déjà, le quart, ça serait déjà une excellente performance pour les Turcs en 2026. Huitième, ça me paraît envisageable. Par contre, faut, voilà, pour le coup, faut pas terminer à la troisième place. Parce que là, tu peux être envoyé à un autre. Bon, les copains, moi, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait un peu le tour sur le sujet de la Turquie. Quart de finale pour les prédictions les plus hautes. Je pense que les supporters turcs valideront. Je pense que Kraloran, toi qui es supporter turc, tu valideras. Et puis bon, surtout qu'on prenne du plaisir. Qu'on prenne du plaisir à voir Gouler, qu'on prenne du plaisir à voir Yildiz. Je l'ai dit, j'ai un peu plus de mal avec Çalhanoğlu, mais voilà aussi, il peut être le joueur qui peut débloquer certaines situations. Bref, il y a de la qualité, il y a du talent. Il va falloir le montrer maintenant sur le terrain dans un groupe homogène. Mais Kinan, c'est peut-être ton moment. C'est là où tu vas montrer au monde entier que tu es plus qu'un simple espoir du foot mondial et que tu es vraiment un crack. Voilà les copains, moi je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à Kraloran et à Chopsony Citron d'avoir été super actifs pendant le live. Salut à Amine aussi qui est passé. Le live va être dispo dans quelques minutes en replay.
Il sera disponible aussi en podcast sur toutes les plateformes type Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Commentez, likez, partagez comme d'habitude. Si vous venez de découvrir un peu la chaîne ou le live, allez-y, abonnez-vous. On a besoin de ça, c'est ce qui fait grandir la chaîne et ce qui nous donne de la force. Et puis, comme d'habitude, les copains, pour ceux qui sont là souvent sur la chaîne, vous savez comment ça va se terminer. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.